Bonjour, ça va être le dernier cours. Donc, comme je vous l'avais dit, il n'y aura pas cours le 15. Ce dernier cours va se terminer avec un très beau séminaire par Marc Mézard, qui est l'un des fondateurs en France de cette interface entre physique statistique, machine learning, réseau de neurones, etc., et qui a une perspective très large qui nous donnera à 11h15 au moment du séminaire. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est regarder comment on peut utiliser tous les outils qu'on a vus au cours des cours précédents pour faire véritablement de la modélisation de processus stochastiques ergodiques, mais non gaussiens, un peu complexes, comme des sons, des images. Donc, on va reprendre les modèles d'entropie maximum et les construire un peu plus précisément. Donc, je vous rappelle l'idée, c'est qu'on va avoir un certain nombre d'observations qu'on va calculer en calculant des moyennes de fonctions potentiellement non linéaires des données. Ça va nous donner des moments. Et à partir de ça, on peut inférer une distribution de probabilité d'entropie maximum contrainte par ces moments. Et on a vu que cette distribution d'entropie maximum va dépendre de paramètres θ qui sont des multiplicateurs de Lagrange. Et ça va être une combinaison linéaire de toutes les contraintes avec les paramètres de Lagrange θ, phi k de x. Donc, ce qu'on a vu aussi, c'est que la distance entre au sens de la divergence de Kullback-Leibler, entre la vraie distribution de probabilité et cette distribution θ, c'est précisément l'entropie de cette distribution d'entropie maximum moins l'entropie de P, qui est toujours positive. Et donc, le but, c'est d'essayer d'avoir la distribution la plus informative possible, qui va minimiser l'entropie maximum de manière à ce que ceci soit le plus petit possible, voire potentiellement 0, auquel cas on n'a aucune erreur sur P. Et tout l'enjeu, c'est de comprendre comment construire les phi et comment estimer cette espérance. Donc il va y avoir un certain nombre de questions devant lesquelles on va se retrouver. D'abord, il va falloir estimer des espérances, donc il y a des questions d'ergodicité. Et on va ici utiliser une info a priori qui est le fait qu'on va considérer des processus qui vont être stationnaires, mais on va définir la notion d'ergodicité. On va regarder les moments les plus naturels, et bien sûr, les moments les plus naturels, c'est les moyennes et les covariances. Et donc, je vais rapidement vous rappeler les propriétés des opérateurs de covariance, et notamment le fait que quand on est stationnaire, on est diagonalisé dans une base de Fourier et on tombe sur la notion de puissance spectrale. Alors, ceci étant, ce qu'on va voir, c'est que la base de Fourier n'est pas appropriée la plupart du temps et on va se placer dans le cas où on a une seule observation, comme dans les séminaires de Valentin de Bortoli et de Erwan Alice. Cosmologie. Donc une seule observation, donc il va falloir faire des estimations et on va voir qu'une des propriétés importantes qu'on retrouve partout évidemment en physique statistique, c'est le fait que les phénomènes sont multi-échelles. Vous avez des phénomènes à l'échelle, dans le cas des images du pixel, et puis de plus en plus grands, et vous avez des très très grandes structures. Donc cette caractérisation multi-échelle, on va la voir à travers notamment le comportement de la puissance spectrale et le fait qu'il faut faire de la séparation d'échelle. Et donc, on va tomber sur la transformée en ondelette qui est là-haut. Donc, je vais simplement rapidement vous donner le principe de cette transformée que j'ai présenté nombre de fois. Le but, là, vraiment, c'est d'arriver à la notion d'interaction d'échelle. Et ce qu'on va voir, c'est que si on veut commencer à bien capturer
les structures cohérentes, les filaments, les impulsions, etc. Ce qui va être très important, c'est de comprendre la manière dont l'information se propage à travers les échelles, par opposition au processus gaussien, pour lesquels les différentes échelles sont indépendantes, donc fluctuent complètement indépendamment. Et cette interaction d'échelles, on va la capturer avec des non-linéarités, et notamment ce qu'on appelle une transformée de scattering, qui permet de capturer les dépendances à travers les échelles. Et je vous montrerai des exemples pour la génération de sons et d'images. Avec les limites de ce genre de technique. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas le choix, il n'y a pas d'autres cours, donc on va essayer de tout couvrir. Donc la première chose, c'est d'abord, il va falloir calculer des moyennes. D'accord ? Et ces moyennes, donc c'est des espérances, mais en pratique, je l'ai dit, on a une seule observation d'un champ qui va être d'une image ou d'un son ou de n'importe quel type de données x indicées par u qui va être stationnaire. Donc si c'est une image, u, ça a deux coordonnées, u1, u2. Donc stationnaire, ça veut dire en particulier, si on s'intéresse à la moyenne, que la moyenne ne va pas dépendre de la position. Et si on s'intéresse à la covariance, donc je vous rappelle, la covariance de deux variables aléatoires A et B, c'est la corrélation entre A moins sa moyenne fois B moins sa moyenne. Eh bien, cette corrélation, si vous l'évaluez pour différentes variables x en un point U et en un point U', comme si j'appelle C de UU', cette covariance, comme la distribution est stationnaire, donc invariante par translation, je peux translater à la fois U et U' par U, ça va être la même chose que la covariance de x en 0 et x de U' moins U, et donc vous voyez que ça va être forcément une fonction de U' moins U. Donc c'est une fonction qui ne va dépendre que de la distance entre les points du fait que la distribution de probabilité est invariante par translation. Donc ça, c'est les deux grandes propriétés. Si on reste au second ordre. Alors, première chose, comment estimer la moyenne? Donc la moyenne, a priori, si vous avez n points, vous allez l'estimer avec un estimateur qui va tout simplement consister à moyenner les valeurs de x entre 1 et n. Et la question qui se pose, c'est la consistance de cet estimateur, c'est-à-dire est-ce que l'espérance de x de u, autrement dit mu, est proche de mon estimateur mu tilde. Alors première chose, c'est un estimateur non biaisé. Si vous calculez l'espérance de mu tilde, vous allez bien récupérer l'espérance de x. Donc on peut maintenant regarder l'écart entre mu et mu tilde au carré et voir ce qu'on aimerait, c'est que ceci tende vers 0 quand le nombre d'échantillons augmente. Et ça, c'est la notion d'ergodicité au sens de la moyenne. Donc là, je n'impose pas l'ergodicité sur tout le processus, tous les moments, au moins la moyenne, puisque c'est la moyenne que je veux calculer. Alors, proposition, ce qu'on va voir, c'est que cette quantité-là, elle se calcule de façon explicite. Ça va être la somme pour tous les taux qui vont, les écarts de moins n plus 1 à n moins 1, de 1 moins taux sur n fois c de taux. Alors, je vais vous montrer ça, et cette formule, elle va me donner immédiatement la propriété de consistance. Pourquoi? Parce que ceci, ça va être toujours de l'ordre de 1. Donc si jamais la somme des C de taux pour taux égale 0 à l'infini est convergente, à ce moment-là, là j'ai une série qui va être convergente, et comme j'ai un 1 sur n, ça va me dire que ceci, ça va décroître comme 1 sur n.
D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le fait que la série soit convergente, ça veut dire que la corrélation entre deux points à une distance τ va petit à petit décroître, et suffisamment vite pour que la somme soit convergente, et donc ça veut dire que j'ai de la décorrélation. Et si j'ai de la décorrélation et que je moyenne les coefficients, alors effectivement, ma moyenne empirique, ça c'est une moyenne empirique, va converger vers l'espérance. D'accord? C'est ça que ce résultat vous prouve. Alors, comment est-ce qu'on le démontre? On calcule tout bêtement ceci. Ça, c'est l'espérance de mu moins... donc mu tilde, c'est quoi? C'est 1 sur n, somme des x de n, des x de u allant de 1 à n. Et puis, à ça, je retire mu. Donc, je peux retirer, comme j'ai un 1 sur n et une somme sur n, je peux le retirer à l'intérieur. D'accord? Donc, je vais avoir cette somme ici, et ça, c'est au carré. Donc, je vais faire la même chose, fois x de u' moins mu, et ça va être une somme sur tous les u et u', et je vais avoir un 1 sur n carré. Donc là, je viens de réécrire exactement ce que ceci veut dire, sachant que mu, c'est les 1 sur n somme des x de u. Maintenant, je mets l'espérance à l'intérieur. Qu'est-ce que je reconnais ici? Je reconnais la covariance, d'accord? Donc je vais avoir un 1 sur n carré, somme sur u' qui va de 1 à n de la covariance en u', mais il se trouve que la covariance en u' ne dépend que de u moins u'. Donc je peux faire un changement de variable, c'est-à-dire prendre τ est égal à u moins u'. Seulement u et u' vont de 1 à n. Donc, comment vont varier τ? Τ, il peut varier, l'écart maximum, il va être de n-1, donc il peut être positif ou négatif, donc on va avoir ceci, ça va être τ va aller de moins n plus 1 à n-1, et pour chacun des τ, combien de termes comme ceci je vais avoir? Eh bien, je vais en avoir n moins τ. La variable absolue de τ fois c de τ. Puisque u et u' sont coincés entre 1 et n. Donc, du coup, vous mettez un 1 sur n ici, vous récupérez bien la formule qui est ici. Donc, l'intérêt de cette formule, elle est importante parce qu'elle va s'appliquer pour n'importe quelle quantité qu'on veut moyenner. L'intérêt de cette formule, ça vous montre que pour qu'on ait une moyenne empirique qui converge vers une espérance, il faut que la quantité qu'on moyenne ait de la décorrélation. Et cette formule, elle est exacte au sens où elle donne une condition nécessaire et suffisante. Il faut que ceci converge, et en pratique, on va avoir besoin que la série soit convergente, et là on aura quelque chose qui va être en haut de n-1 si la condition là-bas est satisfaite. OK. Donc ça me dit, il va falloir que je construise des phi de k là-bas qui vont avoir une forme de décorrélation pour qu'avec une seule image, je puisse estimer leur moyenne. Bon, la moyenne, ce n'est pas suffisant, évidemment. Alors, on va bouger vers des moments un peu plus compliqués. Le deuxième type de moment qu'on peut aller chercher, c'est, comme j'avais dit, la covariance, les moments d'ordre 2. Alors, les moments d'ordre 2, je vous rappelle juste une propriété qui est importante de l'opérateur de covariance. Si je connais la covariance C de UU', c'est-à-dire x de U, x de U', et que je connais toute cette matrice de covariance, qu'est-ce que ça me donne sur les moments d'ordre 2 de x? En fait, ça me donne les propriétés des covariances de n'importe quelle combinaison linéaire de x. Donc, si jamais je définis une variable aléatoire a qui s'obtient par combinaison linéaire avec des poids a de u, des valeurs x de u. Donc, autrement dit, c'est le produit scalaire entre a et le vecteur x. Et si je fais la même chose avec une deuxième variable aléatoire, je prends des poids b et je prends le produit scalaire avec x. Maintenant, si je regarde la covariance entre ces deux variables aléatoires,
eh bien, elle est tout simplement obtenue à partir de la matrice C. Ça va être le produit scalaire entre A et la matrice C appliquée à B. Alors, comment est-ce qu'on vérifie ça? On le calcule. Ça va être pareil. On calcule, alors ça va être la covariance, c'est l'espérance moins la moyenne. Donc le A, c'est quoi? C'est les sommes sur U des A de U fois X de U auquel je soustrais la moyenne, donc je peux le soustraire directement sur X de U. Et puis ensuite, je vais avoir ceci fois la somme sur U' des, alors je vais mettre ici un U', des B de U', X de U', moins l'espérance de X de U'. Et je ferme ma parenthèse. Et donc là, ce que vous voyez, c'est la même chose, c'est que ça va être la somme sur U', de A de U. Covariance de ceci fois ceci, vous reconnaissez la matrice C, C de U', fois B de U'. Donc là, je peux diviser en une somme sur U, une somme sur U'. Et là, vous voyez la matrice C appliquée à B, et ça, c'est le produit scalaire avec A. Donc, ça me dit, cette matrice de covariance, ça me donne, grosso modo, les corrélations de n'importe quelle combinaison linéaire. Alors, quelles sont les propriétés de cette matrice? D'abord, évidemment, elle est symétrique. Elle est positive parce que, là, on le voit bien, la covariance de A avec A, c'est la variance, c'est toujours positif, c'est un carré. Donc, ça veut dire que C de A, c'est toujours positif. Donc, tous les vecteurs propres vont être associés à des valeurs propres toujours positives. D'accord? Donc, on a une matrice positive. Donc, si jamais on a envie de comprendre les propriétés d'une matrice comme ça, symétrique de covariance, le réflexe immédiatement, c'est de se dire on va la diagonaliser et regarder les vecteurs propres. Ça, c'est ce qu'on appelle faire calculer une PCA, décomposition en composantes principales. Alors ici, on est dans un cas un peu spécial parce que cet opérateur, il est stationnaire. Ça veut dire quoi qu'il est stationnaire? C'est que C appliqué à B, c'est la somme sur U' des C de U moins U', B de U'. Donc autrement dit, ça, c'est la convolution de C avec B pris en U. J'ai un opérateur, si j'ai une matrice finie, c'est une matrice Toeplitz. Et donc, si j'ai une matrice qui est Toeplitz ainsi, qui définit une convolution, eh bien, la base qui va la diagonaliser, c'est la base de Fourier. Okay? La base de Fourier, donc là, je n'ai pas besoin de calculer la base de PCA. On peut le voir tout de suite. Si je mets à la place de B le vecteur E puissance I oméga U, eh bien, ça va me donner somme sur U'. Alors, ça va être plus facile, je vais écrire ça plutôt comme C de U' en faisant un changement de variable B de U moins U'. À ce moment-là, B de U moins U', alors ça va me donner C de U', E puissance I oméga U moins U'. Et donc, je peux sortir le E puissance I oméga, et j'ai donc E puissance I oméga U, je retrouve bien mon vecteur de départ, fois une constante, et cette constante, c'est la somme de C de U', E puissance moins I oméga U', et ça, c'est la série de Fourier. D'accord? Ça, c'est quelque chose, une quantité qui ne dépend que de oméga, et donc, ça, on va l'écrire C chapeau de oméga, c'est la transformée de Fourier, c'est la série de Fourier. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que ces vecteurs-là, les sinusoïdes, sont des vecteurs propres de ma covariance, et la valeur propre, ce n'est autre que la transformée de Fourier. Et comme je sais que l'opérateur est positif, je sais que cette valeur propre est toujours positive. Donc ça, on l'appelle la puissance spectrale, d'accord, d'un processus stationnaire. Là, je vous fais des rappels. Et
si on veut par exemple regarder, alors une des propriétés par exemple de la transformée de Fourier, elle s'inverse évidemment, donc C en n'importe quel U, ça va être 1 sur 2pi, l'intégrale de la transformée de Fourier fois E puissance I oméga U d oméga, et la série de Fourier, elle est définie entre moins pi et pi. En particulier, si je regarde en 0, c'est quoi C de 0? C de 0, ici, ça va valoir 1, c'est juste l'intégrale de C de oméga. Ben, C de 0, c'est la covariance en 0, c'est-à-dire la covariance entre un décalage égal à 0, donc c'est la variance. Donc ça, ce n'est autre que l'espérance de x de u au carré. Donc d'une certaine manière, on peut assimiler ça à l'énergie totale, la variation totale en moyenne. Et la variation totale en moyenne, c'est l'intégrale de la puissance spectrale. C'est pour ça qu'on peut assimiler la puissance spectrale à une forme de densité d'énergie par fréquence. Et si on somme cette densité d'énergie, c'est-à-dire cette puissance spectrale, eh bien on récupère bien la fluctuation totale. À nouveau, les sinusoïdes, ce sont les directions principales dans lesquelles les variations du processus ont une variance qui va être égale à C de oméga. Alors, une des questions qui vient derrière, puisque c'est le but, imaginons maintenant qu'on veuille caractériser le processus avec la moyenne et la covariance, il va falloir l'estimer, la covariance. Si j'ai une seule réalisation, ben, tout ce que je peux faire, c'est calculer la projection de x sur u, c'est-à-dire sur mon vecteur propre. Donc mon vecteur propre, il est ici, c'est E de oméga, si je l'écris de u, comme ceci. Donc le produit scalaire entre E oméga et x, ça va être quoi? C'est la somme des x de u allant de 1 à n, E puissance moins i oméga u. Alors, si je veux normaliser mon vecteur, pour que ceci soit de norme 1, je vais mettre un 1 sur racine de n ici. Pour que le vecteur ici, je vais prendre le vecteur 1 sur racine de n, si je le connais sur un domaine de taille u, E puissance i oméga u. Ça, quand u est entre 1 et n, ça va être de norme 1. Somme au carré va être égale à 1. C'est quoi la fluctuation de ce produit scalaire? La variance de ce produit scalaire, ça va valoir combien? Ben, la variance, j'applique ce qui est ici. Donc là, dans ce cas-là, j'ai A qui est égal à B. La variance, c'est l'espérance de A moins sa moyenne au carré. Si A est un vecteur propre, ça va me donner la valeur propre associée. Donc c'est quoi ici A? C'est E oméga. Donc si je regarde l'espérance de ceci au carré, eh bien ça va me donner la valeur propre, et la valeur propre c'est quoi? C'est C de oméga. Donc qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que si je regarde la puissance spectrale, on va le voir dans la plupart des signaux, images, etc., on va avoir des puissances spectrales qui vont avoir tendance à décroître comme ceci. Beaucoup d'énergie aux basses fréquences, c'est typiquement le cas des images, il y a beaucoup de structures, et puis au fur et à mesure, on va avoir une décroissance qui est, typiquement va être en 1 sur oméga à une certaine puissance, bêta, dans le cas des images, typiquement c'est 1 sur oméga. Si j'ai une seule image, ce n'est pas ça que je vais mesurer. Ce que je vais mesurer, c'est des fluctuations de ceci avec une variance qui est précisément de l'ordre du C de oméga. Ça, pardon, c'est le C de oméga, la puissance spectrale, en fonction de la fréquence. Donc je vais avoir beaucoup d'erreurs. D'accord ? Ce n'est pas du tout un estimateur qui va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Très différent de la moyenne. La moyenne, je mesure une valeur, ça va tendre vers 0 parce que je fluctue assez.
Là, ce n'est pas une valeur que je vais mesurer. Typiquement, si je discrétise oméga et je prends n fréquences de oméga, comme on fait dans une transformée de Fourier rapide, je vais avoir n valeurs. Et on voit bien que ces n valeurs, elles sont mal estimées. Alors, comment on peut faire pour avoir un estimateur qui va devenir consistant? C'est-à-dire qui va vraiment converger vers la moyenne. Ben, ce qu'il va falloir faire, c'est moyenner ces quantités. On va les moyenner en faisant des espèces de fenêtres comme ceci, qu'on va choisir, et qui vont, au lieu d'essayer d'avoir la covariance en un point, on va calculer les moyennes des covariances sur modulo des fenêtres, comme ceci, sur ces intervalles. Et si les intervalles sont suffisamment grands, là, on peut démontrer qu'on va moyenner suffisamment de variables aléatoires qui, avec un peu de chance, sont bien décorrélées. Et si on applique le résultat tout en haut, eh bien, on va avoir quelque chose qui va bien converger. Donc, ce que ça nous dit, c'est déjà que, en fait, on n'a pas vraiment envie de calculer les transformées de Fourier parce que, déjà, si j'en ai qu'une de réalisation, ça ne va pas être consistant. Mais en fait, il y a une deuxième raison plus profonde pour laquelle la transformée de Fourier ne va pas être une idée géniale. Quand vous avez un signal avec des phénomènes transitoires, où vous prenez une image, il y a des contours, vous passez du blanc au noir, il y a les différentes structures de votre texture, vous allez avoir, donc, si je le fais en 1D, des phénomènes transitoires, comme ceci, et puis des plages où éventuellement votre signal va être régulier. Si vous regardez la transformée de Fourier, vous êtes en train de faire une corrélation avec quelque chose qui oscille comme ça, à une fréquence oméga, donc une période de pi sur oméga. Et donc, quand vous faites ce produit scalaire, vous mélangez toute l'information là. Et le fait que là, vous ayez une structure particulière, là, quelque chose de très régulier, etc., boum, tout ça s'est mélangé et ça disparaît. Alors oui, la transformée de Fourier est inversible, mais quand vous regardez les coefficients de Fourier, on n'arrive pas à voir ce qui s'est passé dans les différents endroits. Or, typiquement, quand on a des processus qui sont non gaussiens, il y a ce qu'on appelle des phénomènes intermittents. C'est-à-dire il y a des structures qui apparaissent dans certains moments, et puis, par exemple, dans un flot turbulent, peut y avoir des effets laminaires, où le flot est tout à fait régulier, et c'est ça qu'on veut capturer. Donc ça, ce n'est pas une très bonne idée de prendre un vecteur oméga de u qui va osciller de moins l'infini à plus l'infini. Ce qu'on a plutôt envie de faire, c'est prendre des structures qui sont localisées dans le temps. Donc, ici, ma variable u, elle est là, localisée le long de u. Et l'idée, ça va être d'utiliser ces ondelettes. Ce sont des fonctions qui vont avoir différentes fréquences, mais l'idée, c'est qu'au lieu qu'elles oscillent de moins l'infini à plus l'infini, elles vont être localisées, et puis ensuite 0. Donc, évidemment, il va falloir les translater sur tout le signal pour voir tout le signal, mais aussi ça va juste capturer une gamme de fréquences. Si je veux avoir des plus hautes fréquences, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose qui oscille plus vite, et ma petite ondelette, je vais la translater. Si je veux capturer des plus basses fréquences, je vais prendre une ondelette qui va osciller plus lentement comme ceci, qui du coup va être plus grande. Et donc, comment est-ce qu'on passe d'une ondelette à l'autre? En fait, ce sur quoi on joue, c'est le facteur de dilatation. Je prends une petite onde, comme ceci, psi de u, et je vais les dilater de manière à avoir un peu toutes les fréquences. On va voir ce que ça veut dire en transformée de Fourier. Et évidemment, je vais les translater, parce que comme maintenant mes ondes, elles sont locales, il va falloir les mettre partout sur le signal. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est quand vous avez une petite structure comme ceci dans une partie régulière, la valeur, ça va être quasiment 0, alors que quand elle se retrouve ici précisément, comme quand vous allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la corrélation, donc la corrélation entre le signal x de u et l'ondelette que je vais appeler pour l'instant psi lambda, qui va être localisée au point u'. D'accord? Eh bien, ceci, ça veut dire que je vais me mettre au point U' ici. Je vais calculer la fluctuation de x au voisinage de U'.
Et si le x a une grande variation, ce coefficient va être grand. Ici, j'ai une somme sur u. Alors j'aurais dû prendre u moins u', ça aurait été mieux comme ça. Une somme sur u'. Donc ça va être ce que j'ai appelé la donc ça, c'est la convolution de x avec l'ondelette psi lambda pris en u. Et ça, c'est ce que je vais appeler la transformée en ondelette à l'échelle lambda de x pris en u. Et donc cette quantité à nouveau, ça mesure la fluctuation de x au voisinage de u sur une échelle qui est de l'ordre de lambda. Alors quel est le lien avec le petit graphique ici? Le lien, c'est que, en fait, quand on fait ça, on est exactement en train de découper l'axe de fréquence en intervalles de taille variable. Donc, comment je vais définir mon ondelette? Mon ondelette, ça va être une fonction x de u, psi de u, dont la transformée de Fourier va se situer, je vais prendre ce qu'on appelle une ondelette analytique, seulement sur la partie positive des fréquences, et quelque chose comme ceci. Ça vaut 0 à la fréquence 0, et voilà oméga. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on construit une fonction comme ça? Vous pouvez prendre par exemple une jolie fenêtre comme une gaussienne, que je vais appeler, disons, h de u. Et puis vous avez besoin, votre gaussienne, la transformée de Fourier, eh ben, c'est aussi quelque chose qui est situé aux basses fréquences, ça va être le h de oméga. Et puis ensuite, vous avez besoin de la translater au voisinage de la fréquence que je vais appeler 1 par défaut ici. Comment on fait pour translater ça en 1? Ici, il faut multiplier ça par e puissance, si je veux le translater, disons en xi, pour que ce soit clair, par e puissance xi u. Et à ce moment-là, le h de oméga, il va devenir h de oméga moins xi. Et il va se retrouver ici. Donc, comment est-ce qu'on peut construire une ondelette? On peut prendre une fenêtre, et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ma fenêtre, je l'ai multipliée par une sinusoïde, donc je l'ai multipliée par quelque chose qui oscille comme ceci. Ensuite, une fois que j'ai mon ondelette, donc il y a une transformée de Fourier comme ceci, alors au passage, le fait que la transformée de Fourier vaille 0, la transformée de Fourier à la fréquence 0, c'est aussi la somme des valeurs de la fonction, donc ça veut dire que la somme des valeurs de la fonction, ça va valoir 0. Ensuite, ce que je vais faire, j'ai besoin de la dilater en temps. Qu'est-ce que ça va faire en fréquence? Si vous avez une fonction que vous dilatez, alors, j'ai le facteur, je vais l'écrire comme ceci, lambda psi de lambda u. En fréquence, donc le facteur de l'idée, lambda, ça va être en fait un facteur de fréquence ici. En fréquence, ça va être la transformée de Fourier de ceci, ça va être psi de oméga sur lambda. Quand on dilate une fonction, sa transformée de Fourier est dilatée par le facteur inverse. Donc je vous laisse vérifier que la transformée de Fourier de ceci, ça va être ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fonction-là, au lieu d'être centrée en 1, si lambda est plus petit que 1, ça va la comprimer, donc ça va devenir quelque chose comme ceci. Et puis plus lambda devient petit comme ceci, et qui, quand lambda augmente, ça va la dilater. Donc je vais avoir un lambda ici, et puis ça va devenir comme ceci.
Donc ça, c'est les différents psi lambda en Fourier. À quoi ça correspond en temps? Ça correspond à une ondelette haute fréquence, très large en fréquence. Donc en temps, c'est une ondelette qui est au contraire très étroite. Ça, c'est une ondelette qui est moyenne. Et puis ici, vous avez une ondelette qui est située aux très basses fréquences. Donc c'est quelque chose qui bouge très lentement. C'est quelque chose, au contraire, qui va ressembler à quelque chose comme ça. Très large, très régulière. D'accord? Donc quand vous êtes en train de filtrer avec ces différentes ondelettes, vous êtes bien en train de calculer des convolutions avec des ondelettes qui ont des tailles différentes. Maintenant, une convolution, juste pour que tout soit bien clair, dans le domaine de Fourier, c'est un produit. Si je regarde x, donc ma transformée en ondelette de x en u, c'est x filtré par mon ondelette en Fourier. Donc si je calcule la transformée de Fourier par rapport à la variable u de ceci. Donc, la transformée de Fourier, je mets toujours des chapeaux. Une convolution, c'est un produit. C'est la transformée de Fourier de x multiplié par la transformée de Fourier de mon ondelette. Donc, ce qu'on a ici, c'est qu'on prend la transformée de Fourier du signal x, que je vais dessiner quelque part comme ceci, donc, qui typiquement va avoir tendance à descendre, et on la multiplie par ces différentes fenêtres ici, par celle-ci, par celle-ci, par celle-ci, etc. On la restreint. D'une certaine manière, c'est ce qu'on va faire ici. Ce qu'on va faire ici, c'est au lieu de regarder la puissance spectrale fréquence par fréquence, on va la regarder par intervalle de fréquence. Au lieu de prendre des intervalles de fréquence de même taille, on va plutôt prendre des intervalles de fréquence qui deviennent de plus en plus étroits, qui sont dilatés, qui correspondent aux intervalles de fréquence de la transformée en ondelette, et on va donc filtrer, on va voir ça, le processus avec les ondelettes. Et l'avantage, ce qu'on va voir, c'est que ça ne va pas simplement nous donner des valeurs de la puissance spectrale qui vont être consistantes, ça va surtout nous donner, dans le cas non gaussien, des informations sur les transitoires, les choses qui ne sont pas du tout homogènes dans le domaine du signal. Alors, avant de vous montrer sur des transparents des exemples, je vais vous montrer l'équivalent, comment on fait ça en 2 dimensions. Parce que je vais vous montrer à la fois des exemples sur des sons et des exemples sur des images. Alors, le principe, c'est que tout ce qu'on fait en une dimension s'étend en dimension quelconque de façon assez simple, mais dans le cas où on passe en 2 dimensions, en dimension plus grande, on a la notion de rotation qui arrive en chemin. Alors, déjà, la transformée de Fourier. La transformée de Fourier, donc là, j'ai un x qui va dépendre de 2 variables, U1 et U2, que je vais concaténer sous forme de U. La transformée de Fourier, c'est pareil, c'est la somme sur U de E puis x de I oméga. Simplement, U ici, c'est 2 variables, U1, U2, et oméga, du coup, ça va être 2 fréquences, oméga 1, oméga 2. Donc, on va définir le produit scalaire entre U et oméga, qui va être U1, oméga 1, plus U2, oméga 2. Et la transformée de Fourier, c'est le produit scalaire entre oméga et U, comme ceci. D'accord? Et donc ça va être la transformée de Fourier, et il y a un moins ici. Donc, je peux représenter un signal par sa transformée de Fourier, et la transformée de Fourier, je vais la représenter dans un plan, puisqu'il y a mes 2 fréquences. Maintenant, on veut faire l'équivalent de ce qu'on a fait là-bas. L'idée, c'est qu'on va construire une ondelette qui va avoir un support fréquentiel
qui va se situer quelque part ici, qui va être bien localisé. Comment on fait? Je vais prendre quelque chose qui va ressembler à une gaussienne. Alors une gaussienne, à nouveau, ça va être un h de u et qui va s'écrire typiquement comme e puissance moins u carré sur 2 sigma carré avec la bonne normalisation ici. Donc là, en temps, pour le long de U1, U2, donc sur mon image, une gaussienne, c'est quelque chose qui est bien localisé ici. Sa transformée de Fourier, c'est aussi une gaussienne, elle va être bien localisée aux alentours de la fréquence 0. La transformée de Fourier d'une gaussienne comme ceci, ça va être h de oméga égale un c', e puissance moins sigma carré oméga carré. Vous pouvez voir, ça va être ceci. Donc c'est quelque chose qui va être localisé. Si cette gaussienne ici est très large, celle-ci elle va être très étroite parce qu'il y a un facteur 1 sur sigma quand on passe de l'un à l'autre. Comment on construit ceci? Eh bien, pour construire ceci, il faut décaler la gaussienne ici. Ça va me définir, je vais mettre en 1 par mon ondelette. Je peux la mettre en sigma d'ailleurs. Comment je vais faire? Ben, j'ai besoin de translater. Ben, je vais définir mon ondelette psi en prenant h et en la multipliant par une sinusoïde. Et en Fourier, ça va me définir une ondelette qui est translatée, qui consiste à translater la transformée de Fourier. Donc elle se retrouve ici. Maintenant, j'ai mon ondelette. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ondelette? C'est une gentille fenêtre bidimensionnelle. Si je vous la dessine, la gaussienne, dans le plan, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et puis, j'ai multiplié cette fenêtre h de u par quelque chose qui oscille. Donc, je vais avoir une fenêtre oscillante, comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je la dilate. Donc, là, je vais prendre des facteurs de dilatation de 2. Donc, je vais prendre mon ondelette, psi, je vais appeler psi jθ, l'ondelette, pris en u, je vais la dilater par un facteur de puissance j, mettre un 1 ici sur 2 puissance j, psi de u sur 2 puissance j. Donc ça veut dire que mon ondelette, elle va être 2 puissance j fois plus grande, et en même temps, je vais la tourner. Donc je vais introduire une rotation paramètre θ. Donc je vais la tourner dans le plan. Alors si vous avez une gaussienne, tourner la gaussienne, ça ne change rien. Mais par contre, la sinusoïde, quand vous la tournez, ça veut dire qu'une sinusoïde qui oscille dans une direction va tout d'un coup osciller dans une autre direction. Si vous tournez, vous faites ceci, qu'est-ce qui se passe sur la transformée de Fourier? Alors ça, c'est les habitudes sur les transformées de Fourier. Sur la transformée de Fourier, ça va tout simplement faire une dilatation inverse. Donc la transformée de Fourier va être dilatée de façon inverse et une rotation inverse aussi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ma transformée de Fourier ici, elle va se retrouver ici. Et puis si je tourne encore, elle va se retrouver ici. Et puis si je change θ, là, je change juste θ, l'angle, ça va tourner la transformée de Fourier. OK? Maintenant, là, j'ai juste changé l'angle de la sinusoïde, ce qui m'a fait bouger le long de θ. Mais maintenant, si je change l'échelle en Fourier, celle-ci va devenir comme vous aviez là. Regardez, les transformées de Fourier, elles deviennent de plus en plus petites, là-bas. Et bien là, c'est pareil, ça va se squeezer. Donc ça va devenir de plus en plus petit. Et au contraire, si l'ondelette est petite en espace, elle est grande en Fourier, elle va devenir comme ça. Et maintenant, vous tournez ça, et vous allez couvrir tout le plan de fréquentiel avec vos ondelettes, et puis les plus petites, comme ceci. Vous avez plein de petites ondelettes qui ont différentes orientations, différentes échelles. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend l'image et on l'explose dans différentes orientations et différentes échelles. Et ensuite, on regarde l'information qui est à l'intérieur. Donc on va voir ça
avant de continuer pour voir ce qu'on va pouvoir faire pour caractériser nos processus. Alors, je vais reprendre la main avec l'ordinateur. Super. Voilà. Alors, là, on est d'abord en une dimension, je vous rappelle, voilà les ondelettes. Ça, c'est la transformée en ondelettes, elles ont cette tête-là. Si je passe en Fourier, ça a cette tête-là. Vous voyez les différentes bandes de fréquences ici, qui sont couvertes par les différentes ondelettes. La convolution, ici, us, c'est le temps, devient un produit. D'accord ? Et la transformée en ondelettes, ça va être tous les coefficients d'ondelettes pour toutes les différentes fréquences et différentes positions. Éventuellement, si je m'arrête au bout d'un moment, je peux garder la moyenne, ici, qui va être une sorte de moyen-âge du signe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on fait ça sur un signal audio? Le x de t, vous l'avez là. Maintenant, ici, vous avez le temps. Ici, vous avez le lambda, qui va augmenter par des puissances. Donc, je vais le représenter en log. Et regardez ce que vous voyez. Là, ce que vous visualisez ici, c'est le plan avec l'axe horizontal, c'est le temps, et l'axe vertical, c'est le log de lambda. Et chaque point ici vous donne le module de la transformée en ondelette, autrement dit, le module à un t fixé et un lambda fixé, ou log de lambda fixé. Et si ce module vaut 0, vous le voyez en bleu. Si le module est grand, vous le voyez en rouge. Et qu'est-ce que vous voyez apparaître? Vous voyez apparaître des raies, comme ceci. Ces raies, c'est des structures harmoniques qui vont correspondre aux différentes harmoniques qui sont émises par le son, qui se rapprochent ici. Normalement, les harmoniques, elles sont à une distance constante parce que vous avez un axe logarithmique. Et vous voyez que, grosso modo, là, vous avez 3 notes ou 4 notes de musique, une première, une deuxième, dont la fréquence de base est plus élevée que ici, une troisième, ça c'est ce qu'on appelle le pitch, la fréquence de base, et une quatrième ici, qui arrive ici. Donc on arrive bien, vous voyez qu'on sépare le temps, la fréquence, on voit apparaître les structures dans le signal. On peut faire la même chose ici. Donc là, vous avez 3 notes, 4 notes qui sont identiques, sauf qu'elles sont modulées un petit peu différemment. C'est ce que je vous avais fait entendre la première fois, je vais vous les refaire entendre. Il y a une attaque très forte, un trémolo et un vibrato. Et là, vous voyez, dans le plan, on voit ces structures très fines qui apparaissent. Donc ça, c'est l'intérêt d'exploser l'information en créant ce nouvel axe, de manière à déployer et pouvoir séparer les coefficients. Ça, c'est un des grands principes qu'on utilise beaucoup en machine learning, de façon générale. On essaye de se placer dans des espaces de plus grande dimension pour séparer les structures, séparer les informations. Alors, maintenant, on va regarder des processus. Donc, ce que vous entendez là, et que vous voyez, c'est une transformée en ondelette. Donc, pareil, bleu, 0, rouge, très grand, jaune, intermédiaire. Et vous l'avez entendu, et ce que vous voyez, c'est que c'est un processus aléatoire. Il y a des fluctuations. La première chose qu'on peut se dire, c'est essayons de modéliser ça avec un processus gaussien. Modéliser ça avec un processus gaussien, ça veut dire essayer de capturer les moments du premier et second ordre. Et on a vu que si on capture les moments du premier et du second ordre, ce qu'on va obtenir, c'est un modèle avec une forme bilinéaire, puisqu'on a des combinaisons et linéaire et bilinéaire du x, et donc on va avoir un modèle du type x moins mu, l'inverse de la covariance, x moins mu, comme ceci. Et on peut calculer les moyennes, les covariances. Et on peut essayer de voir ce que ça donne. Si maintenant je prends une réalisation de ce P de x, donc un x typique en ayant calculé la bonne puissance spectrale, déjà, je vous montre sa transformée en ondelette. Regardez là, ici. Vous voyez que, comme ici, il y a beaucoup d'énergie à cette fréquence-là, ça a bien respecté le fait qu'il y a la bonne répartition à travers les fréquences. Mais si vous regardez dans le temps, le processus gaussien, comme je vous le disais, il n'y a pas d'intermittence. Tout est uniforme. La même chose se passe à chaque instant.
Alors que là, vous voyez, il y a des choses différentes qui se passent. Et si on l'écoute, on obtient ça. Je vais vous faire réécouter le premier. Même moment du premier ordre, même moment du second ordre, mais c'est complètement différent. Papier. Ça, c'est le papier gaussien. Vous avez le même phénomène. Donc tout le problème, c'est d'arriver à récupérer ce genre de structure. Même chose pour des images. Prenez des images. Là, vous avez une image de turbulence, en haut à gauche, et à droite, vous avez votre image d'une structure, des bulles, un peu compliquée. Donc ce que je disais, c'est qu'on peut très bien prendre la moyenne et des moments d'ordre 2. Alors k.x, en fait, c'est x translaté de k. Donc ce qu'on va avoir, c'est un modèle d'entropie maximum qui n'est autre qu'un modèle gaussien. Et on peut regarder ce que ça donne. Si maintenant j'échantillonne ce modèle gaussien, je produis une image, est-ce qu'elle va avoir cette tête? Et voilà ce qu'on obtient. Voilà la réalisation typique du processus gaussien qui a les mêmes moments d'ordre 1 et 2 que celui-là. Et voilà ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Grosso modo, ça a à peu près les mêmes échelles de fluctuation, mais ça a totalement détruit toute la géométrie. Et donc un des gros problèmes en physique, d'abord, et puis en général, traitement du signal pendant longtemps, ça a été de comprendre comment capturer ces structures. C'est quoi les moments φk de x que je peux introduire pour capturer ces structures? Alors, excusez-moi, oui, ça c'est là, donc la transformer en ondelette en 2D. Comme je vous l'ai dit, on va prendre une gaussienne et on va la multiplier par une sinusoïde. Alors, comme la sinusoïde elle est complexe, je vais obtenir le cosinus et la partie imaginaire c'est le sinus. Ça, c'est mon ondelette complexe. D'accord? Et cette ondelette, je la dilate et je la tourne. Donc chaque fois que vous la tournez, comme je vous le disais, vous allez obtenir une ondelette complexe qui a une partie réelle et une partie imaginaire, qui va être tournée. D'accord? C'est des sinusoïdes, mais localisés, qui ont été tournés. Ensuite, je peux varier l'échelle de puissance j, et vous voyez mon ondelette qui maintenant devient de plus en plus petite. Et pour tous les angles, vous allez pouvoir la tourner. Et donc vous avez toute une famille de filtres, et maintenant vous pouvez prendre votre image, et x, et calculer la convolution avec ces ondelettes. Alors comme je l'ai dit, en Fourier, ça revient à faire un produit. Voilà la transformée de Fourier d'une ondelette à une échelle de puissance j et un angle θ. Si vous modifiez le θ, vous allez avoir votre ondelette qui va tourner. C'est les différentes orientations spatiales que vous voyez ici. Elles vont correspondre à différentes orientations dans le plan de Fourier. Si maintenant vous la dilatez, eh bien, plus l'ondelette va devenir... Alors là, les ondelettes qui sont toutes petites, ça correspond aux ondelettes qui sont grandes en Fourier, petites en espace, et puis quand vous la dilatez, vous allez vers les basses fréquences et vous voyez cette jolie fleur qui commence à apparaître. Et donc vous avez complètement couvert votre espace de fréquence en canaux de fréquences, et maintenant vous allez prendre votre image et vous allez l'éclater dans tous ces canaux. Donc l'éclater dans tous ces canaux, ça ressemble à ça. Et là, d'ailleurs, ça commence à ressembler à quelque chose un tout petit peu, une structure comme dans un réseau de neurones. Vous prenez votre image, mais ultra simple, vous prenez votre image, ça, c'est la base, on va la décomposer en les bandes de plus haute fréquence, c'est ce qui varie le plus vite, avec des filtres que vous voyez ici, c'est les ondelettes. Et ce que vous voyez, c'est que partout l'image est régulière, comme je vous l'avais dit. Eh bien, comme l'ondelette, elle fluctue très vite, le produit scalaire, la convolution, elle va valoir quasiment 0, parce que l'image ne varie pas sur le domaine de l'ondelette. Donc là, c'est des coefficients qui sont gris. Et où est-ce que vous avez des grands coefficients? Positif, c'est blanc, négatif, c'est noir. Eh bien, c'est le long des contours que vous voyez ici. Alors là, vous avez les contours dans une direction, vous avez les contours dans une autre direction, vous avez vos 4 directions ici. Là, il n'y a que 4 directions. Vous avez les parties paires et impaires en prenant le sinus et le cosinus. Et puis ensuite, vous pouvez répéter à chacune des échelles.
Alors ça, on peut le faire en prenant les basses fréquences qu'on redécompose, puis les basses fréquences qu'on redécompose, puis les basses fréquences. Et vous voyez là votre image qui a été éclatée dans différentes orientations et différentes échelles. Maintenant, là, on commence à voir qu'il y a des phénomènes qui ne sont pas du tout gaussiens, par le fait même que vous avez des plages de coefficients qui sont toutes quasiment zéro, et d'autres pas du tout. C'est ce qu'on appelle de la parcimonie. Les coefficients d'ondelette, au lieu de fluctuer de la même façon partout, il y a des zones où ils sont tout petits, et il y a des zones, boum, où ils deviennent très grands. Donc le nombre de coefficients non nuls, l'énergie, elle est concentrée sur peu de coefficients, essentiellement sur les contours. L'autre chose qu'on voit apparaître, c'est que si je regarde là, je vois un bateau, eh bien, je vois quasiment la même chose ici, quasiment la même chose ici. Autrement dit, il y a beaucoup de dépendance à travers les échelles. C'était comme les sons, où on voyait ces réponses impulsionnelles, ça crée de la dépendance à travers les échelles. Et donc le problème, là, il apparaît clairement. Tout le problème, c'est de définir les quantités statistiques qui vont être capables de nous capturer le fait que les contours, ils se propagent à travers les échelles, et c'est ça qui crée ces phénomènes transitoires. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est cette notion de parcimonie. Comment on peut capturer la parcimonie? La parcimonie, une des manières simples de la capturer, c'est de comparer des moments d'ordre 1 et des moments d'ordre 2. Alors j'explique ce que je veux dire par un moment d'ordre 1. Ici, le moment d'ordre 1, ça va être simplement l'espérance de la valeur absolue de x de u. Et ça, je vais le mesurer avec un estimateur mu1 qui va être 1 sur n, somme des valeurs de mon image en valeur absolue. Alors disons que j'ai n pixels, et ça je vais pouvoir le comparer à un moment d'ordre 2, et le moment d'ordre 2 c'est la moyenne des valeurs au carré. Et maintenant je peux regarder le rapport entre les deux. Donc mu2 tilde divisé, alors là il y a un carré, donc je vais le diviser par un mu1 au carré. Je vais plutôt prendre le mu1 divisé par le mu2 tilde. Première chose, ça c'est toujours plus petit que 1, donc on va le vérifier, et c'est plus grand que 1 sur n. C'est quoi le cas où ça vaut 1? Le cas où ça vaut 1, on va le voir, c'est quand x de u est constant. Là, dans ce cas-là, le rapport entre les deux vaut 1. Quand est-ce que ça vaut la valeur minimum, c'est-à-dire 1 sur n? C'est quand x est un Dirac. Et entre les deux, vous voyez, quelque chose de constant, c'est quelque chose qui est totalement non parcimonieux. Le Dirac, c'est la structure la plus concentrée que vous puissiez imaginer. Et entre les deux, on va passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que le rapport entre les moments d'ordre 1 et de 2 nous donne une forme de mesure de la parcimonie qu'on a là-bas. Alors comment est-ce que ça se vérifie? On peut prendre la somme sur u de 1 à n de 1 fois x de u et appliquer Cauchy-Schwarz. Donc ça va être plus petit, excusez-moi, x de u, le tout au carré. Donc j'ai un produit scalaire. Le produit scalaire au carré, c'est le plus petit que le produit des normes. Donc la somme des 1 au carré, ça va me faire n. Et la somme des x de u au carré, que j'ai ici, x de u au carré. Et maintenant, si je mets un 1 sur n ici, ah, excusez-moi, j'avais un n et il est au carré. Donc non, la somme des normes, somme, c'est n. Et maintenant, j'ai le mu1 ici, il doit être au carré. J'ai un 1 sur n carré. Et donc ici, je vais avoir un n carré. Et donc maintenant, vous prenez le rapport entre les deux, et vous voyez que le rapport
entre les deux, il va être plus petit que 1. Parce que ça fait un 1 sur n, et ça, c'est exactement égal à mu2. Et ça, c'est exactement égal à mu 1 tilde carré. Donc vous avez le premier. Et dans l'autre sens, je vous laisse le vérifier, c'est simplement que mu tilde 1 au carré. Alors, comment est-ce qu'on monte sur mu2? Comment est-ce qu'on montre que c'est plus grand que 1 sur n? C'est parce que la somme des valeurs absolues au carré, c'est toujours plus petit que la somme des valeurs absolues au carré. Donc ça, je vous laisse vérifier, ce n'est pas grand intérêt. Le seul intérêt, c'est de voir que si on mesure ces rapports, ça va nous donner une forme de parcimonie. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il en est si x est gaussien? Donc si x est gaussien, je peux regarder le rapport. Alors non plus en 1 sur n, je vais carrément regarder les espérances entre ceci et x de u au carré, le rapport entre les deux. Et si x est gaussien, eh bien ça va valoir pi sur 4. Vous pouvez faire le calcul, ça c'est dans le cas d'un gaussien complexe, une variable aléatoire gaussienne qui tourne dans le plan complexe, et si je suis réel, alors ça vaut 2 sur pi. Peu importe la valeur, c'est plus petit que 1 forcément, mais surtout c'est une valeur fixée. Et on peut prendre une image comme ça et calculer le rapport. Et si ce rapport n'est pas égal, là on est dans le cas complexe, si on prend à la fois la partie réelle et la partie imaginaire, à pi sur 4, on sait qu'on n'est pas gaussien. Si on n'est pas gaussien, ça veut dire que typiquement c'est une valeur qui est informative. Ça nous dit il y a quelque chose, imposer ces rapports de moment, ça va être une façon déjà d'imposer le fait que les coefficients ne sont pas uniformément répartis comme dans un processus gaussien, mais il va y avoir des phénomènes transitoires. Ça, c'est ce qui a été beaucoup utilisé, ces notions de parcimonie, dans les années 90, début des années 2000, et c'est quelque chose qui est très utile pour faire du codage, donc il y a un lien, on peut calculer des entropies avec ça, mais évidemment, ce n'est pas du tout suffisant pour reconstruire des bateaux, des turbulences, etc., parce que ça vous dit juste en moyenne, bon, il y a beaucoup de coefficients qui sont nuls, mais on ne sait pas comment ils sont répartis. Donc il va falloir avoir des choses beaucoup plus précises que ça. Et pour avoir des choses plus précises que ça, comme je le disais, ce qu'on va regarder, c'est la corrélation à travers les échelles. C'est-à-dire, on va regarder cette espèce d'image où on voyait, par exemple, apparaître des espèces de phénomènes impulsionnels et puis des choses où il n'y avait rien en une dimension, ou ici, des corrélations à travers les échelles, et on va essayer de les capturer. Donc maintenant, on va regarder ce problème d'interaction d'échelle, et ça, c'est vraiment le cœur de tout ce domaine. C'est-à-dire, c'est de comprendre comment capturer les interactions d'échelle. Alors, première chose, on peut continuer avec les outils qu'on a en main, c'est-à-dire, on peut essayer de se dire, bon ben, pas compliqué, je vais regarder la transformer en ondelette x convolée avec mon ondelette en un point U, et je vais regarder comment ça se corrèle avec la transformée en ondelette à une autre échelle, lambda prime, en un point U'. D'accord? Pour essayer de voir leur corrélation. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que ça vaut toujours 0 si lambda est très différent de lambda prime. Et en fait, ce qui va être important, c'est si le support de la transformée de Fourier de lambda et le support de la transformée de Fourier de lambda prime ne s'intersectent pas. Alors, comment on montre ça? Ça, c'est basé sur un résultat. Je ne vais pas vous le démontrer, il est très classique. Je vais juste vous donner sur le filtrage de processus. Donc, quand vous avez
un processus aléatoire x de u qui est stationnaire. Vous pouvez faire une convolution. Donc je vais supposer que x est stationnaire. Je peux calculer une convolution avec un filtre h. Ici, h est déterministe. D'accord ? Je filtre mon image, et puis mon image, elle peut fluctuer aléatoirement. La convolution, c'est un opérateur qui est invariant par translation. Si x se translate, la convolution se translate, équivariant, pardon. Donc ça va rester stationnaire. Ça reste un processus, c'est stationnaire. En particulier, je peux calculer la moyenne. Ben, la moyenne, je peux au moins vous le faire, celui-là, c'est quoi? Ça va être la somme sur u', x convolé avec h de u, c'est x de u' moins u moins u', pardon, fois h de u'. Mais si je prends l'espérance, les espérances des x, c'est toutes les mêmes, donc l'espérance de x, ça va sortir, et là, ce que je vais avoir, c'est l'espérance de la valeur de x fois la somme des h de u. Alors, si j'utilise une ondelette, comme l'ondelette, la somme de tous ses coefficients, ça vaut 0, la moyenne, elle va toujours valoir 0, si ça vaut 0. D'accord? Deuxième propriété, qu'est-ce qui se passe pour les corrélations? Je vais prendre un deuxième filtre, G, et je vais calculer x convolé avec G. Et la question que je vais me poser, c'est la corrélation entre les deux. Donc ce que je veux regarder, c'est la covariance entre x convolé avec h de u et x convolé avec g pris en u'. Alors là, c'est un petit calcul. Il suffit vraiment de développer ces 3 lignes, mais je ne vais pas le faire. Ça va vous donner, si j'appelle c de u moins u', c de taux, comme je suis stationnaire, c'est l'espérance de x de u moins taux. Comme c'est stationnaire, ça dépend de la distance. Ben ça va dépendre, j'ai des combinaisons linéaires de mes deux de x, donc ça va dépendre que de la covariance, et ça va dépendre de la covariance à travers les poids. Ça, c'est en quelque sorte le A, et ça, c'est le B. Et ça, je vous laisse vérifier que ça va me donner la covariance convolée avec H, convolée avec G tilde, pris en U moins U'. Où G tilde, ici, il faut calculer le complexe conjugué et prendre moins U. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'appelle C de H, G, la covariance, ça dépend de U moins U', c'est-à-dire qu'ils sont stationnaires de façon jointe. Je peux regarder la transformée de Fourier de cette quantité. La transformée de Fourier de cette quantité, fréquence oméga, ça va être j'ai deux convolutions. Convolution, ça devient un produit, ça va être la transformée de Fourier de C fois la transformée de Fourier de H fois la transformée de Fourier de G. Transformée de Fourier de C fois la transformée de Fourier de H, et la transformée de Fourier de G tilde, on le vérifie, c'est la transformée de Fourier de G complexe conjugué. Alors, ça me dit quoi? Ça me dit que finalement, quand je prends des processus et que je veux regarder la corrélation, en fait, c'est la même chose que si je prenais la covariance et je la filtrais. Maintenant, si je prends la corrélation avec deux filtres H et G, qui sont en l'occurrence mes deux ondelettes, et si vos deux filtres, ils ont des transformées de Fourier qui ne se recouvrent pas, parce qu'il y en a un qui est quelque part là, et il y a l'autre qui est quelque part là, ben, qu'est-ce qui va se passer? Le produit de H et de G, ça va valoir 0, parce que ici, mes ondelettes valent 0. Donc, la covariance vaut 0 en Fourier, et donc elle vaut 0 en espace, donc ceci vaut 0.
Ça dit quoi intuitivement quand on regarde les images? Ça dit que si je prends une image ici et que je la corrèle avec une image en bas, alors qu'elles ont la même tête, la corrélation vaut 0. Pourquoi? C'est à cause de la phase qui fluctue. La phase oscille, mais elle n'oscille pas à la même vitesse. Ici, comme je suis aux basses fréquences, elle va osciller à la vitesse lambda. Ici, elle oscille à la vitesse lambda prime. Et donc, quand vous corrélez les deux, la moyenne, ça va valoir 0. Donc, c'est juste un phénomène de phase. Mais ce juste phénomène de phase, ça veut dire que rien ne se corrèle. Donc, si vous utilisez simplement des mesures linéaires et que vous calculez des corrélations, vous n'avez aucune information. Qui plus est, supposez maintenant que x, ici, soit gaussien. D'accord? Donc, vous avez un processus gaussien. Et maintenant, vous savez que ces deux quantités, vous prenez un processus gaussien et vous calculez une combinaison linéaire. Ça, c'est une variable aléatoire qui reste gaussienne. Combinaison linéaire de variables gaussiennes, ça reste gaussienne. Ça, c'est gaussien, parce que j'ai une combinaison linéaire des variables gaussiennes. Je sais donc que j'ai deux variables aléatoires gaussiennes, A, B, dont la covariance vaut 0, autrement dit, qui ne sont pas corrélées. Dans le cas gaussien, quand vous avez deux variables aléatoires qui ne sont pas corrélées, ça veut dire qu'elles sont carrément indépendantes. Donc tous les moments d'ordre supérieur vont aussi avoir la même propriété. Pas simplement que c'est un phénomène de corrélation, mais vraiment d'indépendant. Ça, c'est un phénomène important, parce que qu'est-ce que ça dit? Ça dit pas simplement que mes deux quantités ici, elles sont décorrélées, mais elles sont indépendantes. Et donc, ça veut dire, ça explique le genre de choses qu'on voit ici. Vous voyez, là j'ai pris le module, mais ce qui se passe, il n'y a aucune structure de dépendance à travers les échelles. Tout se passe à peu près de la même façon, alors que là on voit très bien, s'il y a un grand coefficient ici, il y a des chances pour qu'il y ait des grands coefficients ici. Si c'est petit, vous voyez, là il y a ces espèces de phénomènes d'alignement, donc il y a une dépendance. Là, dans les deux cas, il y a un phénomène de décorrélation, parce que ça c'est toujours vrai. Mais dans le cas gaussien, cette décorrélation, ça veut dire indépendance. Dans l'autre cas, ça ne veut pas dire indépendant. Donc si je ne suis pas indépendant, ça veut dire qu'il me reste à capturer cette dépendance. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est un peu plus fin que simplement dire que c'était dépendant. On a vu que la dépendance, c'est un phénomène de phase. Donc qu'est-ce qu'on peut faire si jamais je veux rester avec des choses assez simples de type mesurer des corrélations, qu'est-ce que je peux faire pour exhiber cette dépendance? Qu'est-ce que vous pouvez proposer qui vous ferait vaguement penser à un réseau de neurones? Oui? Oui, et quel genre de non-linéarité? Un module, si vous voulez tuer la phase, ou un relu, un rectificateur. Qu'est-ce que fait un rectificateur? Ça enlève toutes les parties négatives. Donc quand vous allez corréler, vous n'allez que corréler des choses positives, vous n'avez plus ces problèmes d'oscillation qui vont vous tuer les corrélations, et vous allez avoir des corrélations non nulles. Donc on veut une non-linéarité. Quant à faire, si c'est un problème de phase, autant prendre un module, mais on peut aussi bien prendre un relu, ça marche tout aussi bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on va transformer notre transformé en ondelette, nos coefficients, en calculant leur module. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe et pourquoi on va être dans une situation meilleure. Si je regarde la transformée en ondelette, à nouveau, je me place en une dimension, fréquence, fonction de la fréquence, mon ondelette, elle était quelque part centrée ici. Si je fais la convolution avec un x, ça revient à faire le produit entre
la transformée de Fourier de mon ondelette, c'est la transformée de Fourier du signal. D'accord? Je dis juste que calculer la convolution en Fourier, c'est juste calculer le produit. Et puis ce que j'ai vu, c'est que ce n'était pas de chance si jamais je voulais faire une corrélation avec une ondelette qui était ici, parce que les supports ne se recouvrent pas. Donc pour que la corrélation, c'est quasiment inéluctable en fait, ce vers quoi on est amené, parce que pour que la corrélation soit non nulle, il faut que je transforme ça, donc j'ai mes deux quantités, x, j'en transforme au moins une pour que, en Fourier, les deux domaines se recouvrent. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je prends le module ici? Si je prends le module ici, c'est-à-dire toutes les oscillations, je vais essentiellement les tuer. Alors, une manière plus simple de comprendre comment sont les choses. Comment je peux faire pour prendre ceci et le ramener en fréquence 0? Ça, c'est ce qu'on appelle en traitement du signal de la démodulation. Comment est-ce qu'on peut faire? Pour faire une translation en fréquence, en espace, il faut multiplier par la sinusoïde correspondante. Donc là, je veux une translation de moins lambda, donc c'est ça que j'ai envie de faire. Ça va consister à prendre ce que j'ai ici et simplement le translater en fréquence et le mettre ici. Parce que, à nouveau, en Fourier, ça va consister à prendre cette transformée de Fourier, c'est-à-dire le x de oméga, et le translater par moins oméga. Et donc le psi en particulier, ça va consister à la translater par moins oméga, et donc je vais me retrouver ici. Mais observez, si je me retrouve ici et que celui-ci était de plus basse fréquence, comme celui-ci est large, tout d'un coup j'ai un overlap entre les deux. Mais ça ne va pas être suffisant parce que c'est linéaire et il n'y a rien à faire, les combinaisons linéaires ne vont pas fonctionner. Ce n'est pas parce que vos deux supports fréquentiels se recouvrent qu'automatiquement le produit est 0. Mais on va faire quelque chose comme ça en prenant le module, parce que si maintenant je prends cette quantité-là, qui s'est retrouvée ici, et maintenant je prends le module de ça, en l'occurrence, ce produit-là ici disparaît, on voit que ce module il va se retrouver ici en Fourier. C'est-à-dire que la transformée de Fourier du module, il va avoir un support qui va être à peu près ici. À nouveau, on a tué la porteuse. En fait, ça, on peut le voir comme... Vous avez des phénomènes disons, d'enveloppe, et puis à l'intérieur de votre enveloppe, vous avez cette espèce d'oscillation qui est cette porteuse qui est ici. Vous pouvez soit tuer la porteuse en la remultipliant par E puissance lambda U, là je vous parle en termes traitement du signal, soit vous prenez le module, et ça va aussi tuer la porteuse. Ou vous prenez le relu, et ça va vous faire des claques, des trucs comme ça. Ça va vous mettre à clipper à 0 tout ce qui est négatif. Et dans ce cas-là, si maintenant vous prenez la corrélation entre ça et ça ne va pas être nul. Donc ce qu'on a envie de regarder, c'est la covariance entre le module de x convolé avec psi lambda de u et x convolé avec psi lambda prime de u. Évidemment, ça va marcher que si lambda prime est plus petit que lambda. Parce qu'à ce moment-là, les supports... Ou éventuellement, ce qu'on peut carrément regarder, c'est les covariances des modules entre eux. D'accord? On va regarder comment les enveloppes se corrèlent pour différentes échelles. Maintenant, comme x est stationnaire, ce sont des quantités qui sont stationnaires, ça va juste dépendre de u moins u'. Donc, je peux regarder ça une distance τ. Ça va juste dépendre de la distance entre les deux points. Donc là, je me retrouve avec trois variables. Lambda, lambda prime, c'est les deux échelles, et la distance spatiale à laquelle je regarde. Donc c'est exactement ce qu'on va faire, et je vais vous montrer maintenant.
Hop, on en était là. Donc, comme je l'ai dit, la corrélation linéaire des coefficients, ça va valoir 0. Pas d'information. Donc, ce qu'on va faire, c'est, au lieu de faire ça, on va corréler les modules. Et l'espérance, la covariance, je peux la calculer avec une somme sur tous les points U à une distance tau. Et ça, a priori, ça va être non nul. A priori, parce que si je suis gaussien, ça va être nul. Parce que comme je sais que je suis indépendant, si je les corrèle, je soustrais la moyenne, ça va me donner 0. Il faut que je soustrais la moyenne là, pour que j'ai 0. Alors, maintenant, le problème devant lequel on se retrouve, c'est que des translations tau, j'en ai combien quand j'ai une image de taille avec n pixels? J'en ai autant que de pixels, c'est-à-dire pour chaque point, j'ai une translation possible. Des échelles, si j'ai des puissances de 2, ça va être grosso modo log de n. Donc le nombre de moments que je vais avoir, ça va être de l'ordre de n fois log de n au carré. C'est beaucoup, parce que moi, j'ai qu'une image. Une image, ça veut dire que j'ai que n valeurs. Avec n valeurs, vous n'allez jamais être capable de calculer n fois log de n au carré moment, moyenne. Parce que pour chaque moyenne, typiquement, déjà, il vous faut un paquet de coefficients pour réussir à avoir quelque chose de consistant. Donc, un des principes, c'est que si vous voulez avoir des moments qui sont consistants, qui vont converger vers votre moyenne, il faut non seulement qu'il y ait une forme de décorrélation, mais il n'en faut pas trop. Là, j'en ai trop. Alors, comment on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est observer que ces quantités-là, elles sont stationnaires. Et en fait, je suis en train de regarder des modules de coefficients d'ondelettes. Les modules de coefficients d'ondelettes, si je regarde la tête qu'ils vont avoir ici, là, typiquement, ça va être tout petit, puis là, je vais avoir un saut, là, je vais avoir un saut, j'ai des phénomènes transitoires. Les modules, comme on l'a vu, ils vont être grands près des contours. Donc, une des idées, c'est au lieu de regarder ça comme quelque chose de stationnaire et de calculer une transformée de Fourier, c'est de dire ces enveloppes, elles-mêmes, elles ont de la régularité, et elles-mêmes, on peut les redécomposer en ondelettes. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, et ça va être une façon de réduire le nombre de moments dont on va avoir besoin. Au lieu de simplement prendre ces coefficients, on va les refiltrer par une deuxième ondelette derrière. Et ce qu'on peut vérifier à ce moment-là, c'est que si on fait ça, la covariance, j'ai plus besoin de la prendre en deux points différents, j'ai plus qu'à la prendre à deux échelles différentes. Et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Et ça, c'est ce qu'on appelle ces transformées de scattering, donc c'est des itérations entre transformé en ondelette, non-linéarité, transformé en ondelette, puis on peut continuer. C'est ce qu'avait montré Erwan Alice dans son séminaire. Alors ça, c'est ce que je montre ici. Au lieu de prendre simplement le coefficient d'ondelette et regarder les corrélations, on va d'abord le filtrer et on va supprimer la translation qu'on va remplacer par une convolution avec des ondelettes. Alors si vous voulez voir ça comme une architecture, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez X, vous commencez par l'éclater en ondelettes à différentes orientations, et ça, c'est la basse fréquence. Que vous rééclatez dans différentes orientations la basse fréquence, ainsi de suite. Ça, c'est l'arbre de filtrage. Ensuite, vous appliquez une non-linéarité. Ça aurait pu être un relu, ici, c'est un module. Que vous appliquez sur chaque point de ces images. Ça, vous pouvez voir ça comme la première couche, deuxième, troisième, quatrième. Et maintenant, on répète. Chacune de ces images que j'ai ici, je la refiltre avec toute une famille d'ondelettes. C'est-à-dire que je crée tout un arbre dessous de filtrage qui est ici. J'ai pris cette image, filtré, sous-échantillonné, filtré, sous-échantillonné, et je réapplique mon module. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça, c'est quelque chose qui est important pour préconditionner le problème. On va faire l'équivalent d'une batch normalisation, c'est-à-dire qu'on va renormaliser tous les coefficients, et ensuite on regarde les corrélations.
Et ça, c'est comme si on faisait du filtrage à travers les canaux, c'est-à-dire qu'on va regarder les corrélations à travers les canaux. Ça, c'est les moments qu'on va garder. Et on peut les compter, ça va être de l'ordre de log n cube. Donc, d'une certaine manière, vous pouvez voir ça comme un réseau de neurones où les poids, c'est des filtres. Ce sont des ondelettes, d'accord, qui sont imposées. Pourquoi on les impose? Parce qu'on a de l'information a priori. On sait qu'on a des phénomènes qui sont localisés en espace, qu'on veut capturer des transitoires, donc on veut des formes de fils qui sont bien localisées en espace. En même temps, on sait qu'on a un phénomène qui est stationnaire, donc on sait qu'on veut isoler des paquets de fréquences, donc on sait qu'on a besoin de filtres qui sont bien localisés en temps et en fréquence, et c'est ça qu'on obtient. Par ailleurs, on sait que ce qu'on veut capturer, c'est les interactions d'échelle, donc on veut tuer les phases, donc on veut mettre des non-linéarités, et c'est ce qu'on fait à chaque étape, et on sait qu'on veut cascader. Donc là, on a toute l'info a priori, ce n'est pas la peine d'apprendre. Maintenant, on peut se demander si ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend des images comme ça. Le nombre de moments, alors là, on avait pris encore moins normalement. Le maximum, c'est log, si l'image est taille d, c'est de l'ordre A de log d cube, pas log d. On prend toutes ces moyennes, c'est-à-dire toutes ces covariances, eh bien, ce sont des moments. Je peux les indexer, ça va être mon phi k de x. Pardon, c'est l'espérance du phi k de x, moment, d'accord? Et on peut calculer la distribution d'entropie maximum. La distribution d'entropie maximum, on connaît sa formule, c'est toujours la même. Ça va être celle-là, d'accord? Et il faut calculer les multiplicateurs de Lagrange. Alors, je vais sauter ça et revenir après là-dessus. Et voilà des réalisations. Donc ça, ce que vous voyez en bas, c'est des échantillons de mes distributions de probabilité. Et là, vous voyez qu'on arrive à capturer les structures. On arrive à restaurer les phénomènes de... alors, plus ou moins, là, vous voyez en bas, ce n'est pas du tout parfait dans ce cas-là. Donc ça, c'était... Parce que dans ce cas-là, effectivement, on n'avait pris que log d. Je vais vous montrer d'autres images après. Ça, c'est des phénomènes de turbulence pas atmosphériques du tout, des phénomènes de turbulence astrophysiques. Et puis donc là, c'est phénomènes de bulles. Là, je vais vous montrer des exemples qui correspondent au travail qu'avait fait Erwan Alice et tout le groupe de cosmologie en collaboration à l'ENS. Donc là, vous avez des images qui sont de beaucoup plus haute résolution, avec différents types de structures. Ça, c'est le Cosmic Web, c'est l'espèce de toile d'araignée cosmique, donc à des échelles absolument énormes. Et ça, c'est des turbulences avec des phénomènes magnétiques. Et ça, c'est les resynthèses. Et donc là, vous voyez que vous avez des resynthèses qui sont vraiment de bonne qualité, très bonne qualité. On arrive à reproduire les moments d'ordre 1, 2, mais aussi d'aller au-delà, les moments d'ordre 3 et 4. Donc on arrive vraiment, dans ce cas-là, à récupérer les statistiques de l'image. Et tout ce qu'on a fait, c'est simplement capturer ces corrélations, qui sont ces corrélations à travers les échelles. Donc vous voyez que là, en fait, ce qui manque, le gros saut entre un processus gaussien qui est totalement déstructuré et un processus de turbulence ou un processus d'agrégat de masse comme cette masse cosmique, c'est simplement capturer les alignements, les corrélations à travers les échelles. Et en fait, on retrouve ça dans tous les phénomènes de physique. Donc là, je n'ai pas préparé le cas de Ising, mais Ising est exactement pareil. Ising, ce n'est pas du tout un processus gaussien. Pourquoi? Parce qu'on impose que les valeurs sont égales à 1 moins 1. On impose les corrélations, mais aussi les valeurs qui sont égales à 1 moins 1. Ça crée des corrélations à nouveau à travers les échelles qu'on peut restaurer exactement de la même façon. Alors, dans le cas des sons, je vous avais montré donc, ça, le modèle gaussien, ici. Et maintenant, on peut faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on fait des transformés en ondelettes, le module,
et on recalcule la variation le long du temps de ces quantités, et vous pouvez voir que si vous prenez ceci, cette image-là, qui est la transformée en ondelette, si vous vous baladez comme ça, vous n'avez pas du tout la même chose que si vous vous baladez comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a ces phénomènes d'intermittence, il y a des phénomènes de parcimonie, et en particulier, il y a des corrélations entre ceci et ceci, à différentes échelles, qui ne sont pas du tout les mêmes. Ici, c'est complètement indépendant. Et donc, si vous imposez ça, en imposant ces moments, donc c'est exactement la même chose que ce que je vous ai montré en image, voilà ce que vous obtenez. Ça, ce son a été obtenu en faisant une resynthèse de la distribution d'entropie maximum en imposant ces corrélations à travers les échelles. Papier, donc le papier gaussien et le papier en ondelette. Et donc, à nouveau, vous voyez, vous n'allez pas, les fonctions que vous restaurez, évidemment, ne sont pas du tout les mêmes, hein, c'est pas du tout les mêmes sons, mais statistiquement, c'est la même chose. Et à l'audition, on a l'impression que c'est la même chose parce qu'en fait, on est sensible à la texture du son plus qu'à la forme d'onde très précise. Ça, c'est un cocktail. Donc, désolé, je ne vous le montre pas. Le cocktail gaussien. Pas très compréhensible. Maintenant, le cocktail par ondelette. Donc là, évidemment, les mots ne sont pas du tout restaurés, mais la texture, on a l'impression effectivement une espèce de brouhaha de gens qui sont en train de parler. D'accord? Et à nouveau, c'est exactement la même chose qui a été capturée ici, c'est la covariance à travers les échelles. Alors, la question, c'est jusqu'où on peut aller comme ça? Si on prend un processus qui est beaucoup plus compliqué, comme des visages comme ceci, tout ce que j'ai raconté à travers ce cours s'effondre. Pourquoi ça s'effondre? Parce que l'hypothèse d'ergodicité en particulier et de stationnarité n'est plus du tout validée. Et là, vous pouvez toujours considérer qu'un visage, c'est la réalisation d'un processus qu'on appellera l'ensemble des processus visage, mais les propriétés de ce processus, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je vais faire un espèce de retour sur tout ce dont j'ai parlé pour essayer de le mettre en perspective et voir un peu ce qui a fait qu'on a pu, comme ça, faire de ce voyage à travers la physique et les maths avec des outils assez bien maîtrisés. Et vraiment, le concept qui a été central pendant tout le cours, vous l'avez vu, ça a été la notion d'entropie. Donc, la notion d'entropie, donc, ce qu'on a vu, c'est que cette notion d'entropie, intuitivement, c'est une mesure d'incertitude, mais de façon un peu plus rigoureuse. En fait, c'est une façon de compter le nombre d'états distincts, dans le cas où on est avec des états discrets, que notre système peut avoir. Et dans le cas des systèmes infinis, quand le nombre de variables augmente, ce qu'on a vu en particulier, c'est que cette entropie, en fait, elle va converger. Elle va converger, et elle va converger au sens où, si je regarde l'entropie divisée par n, quand j'ai des propriétés qui sont des propriétés d'ergodicité, l'entropie, le taux d'entropie va converger. On peut le définir comme un taux d'entropie conditionnel ou une entropie moyenne. Et donc, on est capable de définir cette notion-là. Quand on commence à avoir un système qui devient de plus en plus grand, sur lequel on n'a aucune notion d'entropie, ce n'est pas du tout évident de comprendre qu'est-ce qui va se passer pour cette quantité. Est-ce que ça va fluctuer en permanence quand n augmente, ou est-ce que ça va converger? En général, on n'a pas du tout de résultat là-dessus. Ce qu'on a vu, c'est qu'une des propriétés fondamentales, c'est que quand l'entropie converge, alors on a plein de résultats qui tombent. Quand l'entropie converge, ce qu'on a vu, c'est qu'on a ces théorèmes de répartition asymptotique sur des ensembles typiques qui fait que, grosso modo, toutes les réalisations du processus vont se concentrer sur un ensemble typique et que
la distribution de proba sur cet ensemble typique va être quasiment uniforme, et le nombre d'éléments à l'intérieur de cet ensemble typique est précisément donné par l'entropie. Donc l'entropie va essentiellement tout nous décrire sur le système, parce que le système va être uniformément distribué, mais à l'intérieur de la géométrie de cet ensemble typique, il faut quand même spécifier, et ça nous donne le nombre d'états, donc ça permet de faire du codage. L'autre chose qu'on a vue, c'est que quand on regarde une évolution temporelle d'un système dynamique comme ça, pourvu que vous ayez un phénomène markovien, l'entropie augmente. Donc on a ce résultat qui correspond exactement au second principe de la thermodynamique, c'est-à-dire qu'on a petit à petit une entropie qui augmente jusqu'à converger vers l'état d'entropie maximum. Et l'état d'entropie maximum, ça va correspondre à la mesure stationnaire, c'est-à-dire à l'équilibre du système, dans le cas où on est dans un cas markovien. Donc on a essentiellement un contrôle sur la plupart des propriétés mathématiques. Dans le cas markovien, dans le cas gaussien, tout est encore plus simple, à nouveau, parce qu'il n'y a pas de structure, donc les échelles, les fréquences sont indépendantes, et donc tout est très facile à calculer. Dans le cas non gaussien, ce qu'on a pu réaliser au cours des 15 dernières années, c'est qu'en fait, on peut maîtriser aussi le phénomène. Simplement, il faut comprendre les interactions d'échelle, et pour ça, la transformée en ondelette est un outil naturel. L'introduction de non-linéarité pour tuer les phases est nécessaire pour capturer ces interactions, mais on y arrive. Quid d'une situation comme ça? Alors, la première réaction, c'est de se dire, OK, ça c'est hors champ. Après tout, est-ce que c'est vraiment un processus, philosophiquement parlant? Est-ce qu'il y a un fait... Pour pouvoir parler de propriété, de probabilité, normalement, il faut des phénomènes de concentration. Il faut pouvoir quelque part calculer des histogrammes qui vont finir par converger vers quelque chose auquel on peut associer une notion d'espérance et donc de probabilité. Là, dans ce cas-là, ce n'est pas très clair, parce que est-ce que vous allez introduire un asiatique tout d'un coup à l'intérieur de votre ensemble d'images ou pas? Ça va être quoi l'ensemble des images possibles? Donc ça, c'est un peu la première réaction de défiance. Maintenant, ceci étant, on a actuellement des algorithmes, et ça c'est ce que Valentin de Bortoli vous a montré, qui marchent spectaculairement bien, que ce soit les GAN, les VAE, les algorithmes de diffusion. Donc on ne peut pas éviter le problème, et on doit se poser la question, c'est quoi les modèles mathématiques qui sont sous-jacents? Alors, ça, c'est des questions qui sont maintenant ouvertes, mais qui sont très, très intéressantes. Il y a une chose qui apparaît assez clairement quand on regarde les résultats de ces algorithmes de façon assez précise, et Valentin de Bortoli vous l'a mentionné et vous l'a montré, c'est qu'il y a un phénomène de mémorisation. C'est-à-dire qu'il y a des parties des images qu'on retrouve de la base de données. Donc il y a une forme de mémorisation qui n'est pas du tout quelque chose qu'on a quand on fait un calcul d'un processus avec une entropie maximum. Où là, on essaye de maximiser la diversité, alors que là, visiblement, ces algorithmes ne maximisent pas la diversité, et c'est une des difficultés de ces algorithmes, c'est qu'évidemment, il y a toujours la réponse triviale, si jamais vous avez un ensemble d'entraînement, c'est de faire de la génération qui choisit aléatoirement une des images dans la base d'entraînement, pas très satisfaisant, on a envie d'avoir de la variabilité. Mais d'un autre côté, c'est clair que ces algorithmes ne maximisent pas la variabilité, au sens où ils ne maximisent pas l'entropie, et on le voit par le fait qu'on retrouve des structures qui existaient dans la base de données. Or, si vous avez un algorithme d'entropie maximum, la probabilité pour retrouver une structure identique à celle qui est dans l'image de départ, c'est 0. Donc, quelque part, ça ne fait pas du tout un maximum d'entropie. Le piège aussi, c'est que quand vous commencez à augmenter la variabilité, d'un point de vue, disons, info a priori, vous évitez des phénomènes d'overfit, mais la qualité des images n'est plus du tout aussi belle. Ce qu'on voit, c'est que quand on commence à laisser ces algorithmes avoir de plus en plus d'entropie, la qualité de la reproduction des cheveux, des détails, etc., n'est plus du tout aussi belle. Donc la question, c'est maintenant d'essayer de comprendre
comment construire un pont entre ces deux mondes. D'un côté, il y a le monde du stockage bête et méchant, qui consiste tout simplement à mémoriser et redonner une image parmi toutes celles qu'on a vues. De l'autre côté, il y a le monde que je vous ai décrit au cours de ces 8 séances, qui consiste à faire des modèles d'entropie maximum, mais qui impose des propriétés assez fortes, notamment d'ergodicité pour pouvoir faire de l'estimation avec un petit nombre d'images. Et toute la question, c'est d'essayer de comprendre comment se balader entre les deux, et ce sera un des thèmes de la conférence que va nous faire Marc Mézard juste après la pause. Donc, je pense que ça, c'est un des très beaux sujets actuellement. Beaucoup de travaux sont faits essentiellement de façon purement expérimentale avec des résultats spectaculaires que vous avez vus sur les algorithmes de diffusion où on fait maintenant des vidéos, où on arrive à faire un mélange avec le texte, etc. Donc il y a un pan de la recherche qui absorbe, je dirais, 99% des thésards et des chercheurs, c'est faire mieux, mais il y a un autre aspect, je ne peux que vous encourager, c'est d'essayer de faire peut-être un peu moins bien, mais de comprendre un peu mieux. Et là, c'est vraiment un monde très intéressant. Ce que je vous ai donné au cours de ces séances, c'est les bases de maths pour penser d'une certaine manière le problème, mais le problème, il est complètement ouvert. Voilà, donc je vous engage très fortement à rester après la pause. Il reste 3 minutes. Je ne sais pas si vous avez une question ou deux pour terminer